Il faut reconnaître que la salle à manger de Madame Reine, la mère du cafetier, est plus accueillante en ce moment que le jardin du curé, où la température est quand même très faible et où il faut traverser un petit square, où les chiens, en outre, s'attardent volontiers le soir sous les arbres pour y faire ce que vous pensez. Donc c'est assez sale. L'abonné au Monde n'a pas manqué de nous faire remarquer d'ailleurs qu'il y avait un article à ce sujet dans le journal local. Enfin, pas vraiment un article et pas vraiment un journal. Un truc en couleur qui ressemble à la feuille d'information d'une mutuelle, rédigée dans un style en poulet qui se fait l'écho des mécontentements en commençant les paragraphes par certains auront remarqué que, certains disent que, etc. Et là, donc, ce qu'on disait, c'était que les chiens faisaient leurs besoins le long des haies du square qui n'étaient pas faits pour ça. Eh ben si, m'a répondu Gustave, ce matin-là, chez Rennes, l'espoir s'est fait aussi pour les chiens, surtout depuis qu'ils ont bétonné tout le reste, mais au lieu de prendre des mesures simples, ils préfèrent nous gronder sur le ton castex, vous savez bien, attention, vous n'êtes pas discipliné, je vais prendre des sanctions, etc. Dans le cas du maire de Campagnol, comme dans celui du Premier ministre, il y a toujours ce besoin de culpabiliser les gens pour ensuite les traiter comme des enfants. Alors que, a dit Gustave, je vois ma fille a longtemps habité Limoges, et ben il y a dans un coin de la Grand Place un crotodrome, un énorme bac à sable avec un petit portail et qu'on vide d'un coup de tractopelle tous les mois. Les chiens ont tendance à tous faire au même endroit, ça tombe bien, donc ils font là. Mais enfin bon, s'il y avait que ça. De là, par association d'idées, j'ai dérivé vers un type que j'avais vu à Paris et qui ramassait des chiens dans une camionnette tous les matins chez leur propriétaire pour aller les promener au bois de Boulogne et qui gagnait très bien sa vie comme ça. Il adorait les animaux, il savait leur parler, il arrivait à traiter comme une véritable meute des chiens aussi différents qu'un caniche, des bergers allemands, des lévriers, etc. À la fin, je veux dire, il y a 2 ans, quand j'ai quitté Paris après la mort d'un vieux médecin dont je m'occupais, le type à la camionnette circulait sur un petit véhicule électrique à guidon qui s'appelle un Segway et qui n'est pas donné. Il répondait c'est pas donné mais je suis pas jeune non plus. Et quand nous parlions de son affaire, car il avait vraiment pignon sur rue, il avait une camionnette à son logo, il était connu dans tout Paris, il m'a dit moi j'ai toujours voulu faire ça, j'ai toujours su parler aux animaux, je savais que j'allais en vivre un jour ou l'autre. De là, j'ai dérivé dans notre conversation au café sur la crise et j'ai dit à Gustave, heureusement qu'il n'avait pas de boutique, hein, qu'il n'était pas toiletteur, par exemple, il serait en faillite. Et de là encore, nous avons glissé vers la façon odieuse dont le pouvoir essayait d'avoir raison en ce moment des petits commerces, d'avoir leur peau, en fait, des petits business, sans nous avouer qu'en fait, ça n'avait rien à voir avec la situation sanitaire, sans nous dire qu'il s'agissait en vérité de tuer économiquement des gens qui n'avaient pas une comptabilité contrôlable, des petits restaurateurs, des entreprises de services dont la situation juridique était parfois floue, et aussi toutes sortes de gens qui gagnaient leur vie grâce à ce qu'ils savaient faire, mais à qui on refusait désormais cette ressource financière et aussi, c'était presque le plus important, cette reconnaissance morale. Quand vous êtes apprécié et payé pour quelque chose que vous savez faire, et je dis à notre petite troupe là en train de boire son café, Reine, Gustave, Vladimir, Léon, qui était là ce jour-là parce qu'il venait promettre que son ami Bernard, l'ancien moine, viendrait ce soir arrêter le zona de Madame Reine. Et justement, donc, et je dis à Gustave, voilà une pratique et un commerce qui ont été fusillés par le confinement, les rebouteux, mais les rebouteux ne sont pas les seuls à plaindre. Tu te souviens, lui ai-je dit, du petit spectacle de music-hall qu'il y avait tous les 15 décembre ici et qui n'a pas eu lieu cette année. Les chanteurs de cette troupe sont au chômage, probablement, et quand je pense à tous ces gens, lui ai-je dit, les professeurs de yoga, qui avaient 10 élèves, fini, les coachs, les entraîneurs, les tenanciers de salles de sport, et là, Gustave m'a interrompu. Il m'a dit, moi, ce qui m'a ému quand tu m'en as parlé, il y a un mois environ, c'est cette femme qui t'écrivait, vous n'auriez pas besoin d'une couturière par hasard. Et c'est vrai, moi aussi, moi le premier, c'est une phrase qui m'avait serré le cœur. C'est pourquoi je lui en avais parlé. Dans les commentaires de ma chronique sur Internet, une dame qui se reconnaîtra probablement me disait, vous n'auriez pas besoin d'une couturière par hasard. Et Gustave, qui a un cœur d'or, a développé sur cette offre de service toute une théorie que Léon a aussitôt reprise sur le thème des gens humbles à qui la société macronienne refuse de tirer parti de leur talent. Le talent, le savoir-faire d'une couturière était ce qu'il y avait de plus commun et de plus utile autrefois, a dit Gustave. Et Léon l'a interrompu pour l'approuver en nous racontant l'enfance de Camille Saint-Saëns, qui était un musicien qu'il adorait.
Il faut dire que Saint-Saëns a beaucoup pratiqué l'improvisation à l'orgue et que Léon, c'était sa spécialité. Donc Léon nous a dit, quand il était tout petit, 4 ans, Camille Saint-Saëns a perdu son père d'une maladie et il s'est retrouvé seul avec sa mère et sa tante qui n'avaient plus pour vivre le salaire du père fonctionnaire et qui ne savaient rien faire sauf justement de la couture. Et pour la tante, aussi un peu de piano. Eh bien, ces deux femmes ont réussi à gagner leur vie en cousant pour élever ce petit garçon qui a montré des dons pour le piano très tôt, grâce à sa tante, qui est devenu l'un des plus grands musiciens français, un véritable génie. Il a joué en concert à 11 ans un concerto de Beethoven et un de Mozart à la salle Pleyel sans partition. Tout ça parce que sa mère, qui avait des talents de couturière, a trouvé assez de gens qui ont bien voulu lui acheter son savoir-faire. Et c'est là, a dit Léon, que nous en sommes en ce moment. Les gouvernements dans tout le monde développé sont en train d'essayer de normaliser tout à la chinoise, la façon de produire, d'apprendre, de faire ses courses, de gagner son argent, de le dépenser, en inventant un péril qui n'existe pas vraiment, en tout cas qui n'est pas aussi épouvantable qu'on le dit. Tout ça pour empêcher les gens de montrer un talent personnel et pour empêcher d'autres gens d'acheter le fruit de leur travail sans avoir demandé d'autorisation à personne. Moi aussi, je trouve ça très émouvant, a dit Léon, cette femme qui te dit, si vous voulez, je sais faire de la couture, ça veut dire, regardez-moi, j'ai besoin qu'on ait besoin de moi. Je ne sais faire que ça, mais je le ferai pour vous en échange d'un peu de considération. Oui, a dit Gustave en insistant un peu sur le ton Jean Gabin qui lui était familier, coutumier, surtout qu'il venait de voir revenir l'abonné au Monde du rayon journaux. Il a dit tous nos gouvernants, et là on voit bien qu'ils veulent tuer le marché des petites gens qui savent faire quelque chose et qui se débrouillent. Ils disent c'est fini, on profite de la crise pour ne plus avoir de fournisseurs au noir, pour ne plus employer de clandestins, pour ne plus tricher sur les soldes, pour ne plus payer en liquide des prestations qui n'ont pas de code à l'INSEE. On veut tuer tous ceux qui n'entrent pas dans le moule, mais ce que nos gouvernements n'ont pas compris, c'est que derrière tous ces gens qui essayent de vendre des leçons, des produits d'artisanat, des pièces de théâtre, des animations pour les mariages, des concerts, des voyages en petits groupes le long des volcans de Sumatra, des formations ULM, des séjours dans un refuge en montagne. Derrière tout ça, il y a des gens créatifs, émotifs, peut-être géniaux comme Léon. Là, Léon a protesté, il a dit « J'aime pas qu'on dise ça parce que les gens vont penser que je le crois ». Écoute, tu calcules tout en une seconde, tu joues sans partition comme Camille Saint-Saëns. Oui, oui, mais c'est pas ça, a dit Léon, être un génie, c'est pas ça. En tout cas, a dit Gustave, moi j'appelle pas ça une déficience mentale. Si, ça peut en être une, tu as vu Rainman, a dit Léon. Là, c'est moi qui suis intervenu et j'ai dit quelque chose qui a fait très plaisir à Léon au fond. J'ai dit, les surdoués malades mentaux comme Rainman ne disent pas d'une couturière qu'elle leur fait de la peine. Ils n'ont de peine pour personne, ils ne pensent qu'à eux-mêmes. Tout comme Macron, a dit Gustave, hein, en l'honneur de l'abonné au Monde, qui était revenu du comptoir avec le journal du dimanche, journal où on annonçait en première page un prochain confinement d'ailleurs. Évidemment, Albert a défendu son président en disant « Ah, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé de lui, il occupe vraiment une place centrale dans la conversation de Gustave. » C'est peut-être, a dit Gustave, parce qu'il s'est arrogé lui-même la première place partout. On est obligé de s'apercevoir que les 3/4 du problème, c'est lui. Donc, si on veut en sortir, il va falloir s'occuper de lui. Là, Albert vraisemblant de ne pas avoir entendu le dernier argument en étant absorbé dans sa lecture du journal du dimanche, puis en revenant à ce qu'on disait juste avant, qu'il était surdoué en effet ce président, mais que son insensibilité était un mythe. La preuve, il venait d'être vexé par l'attitude de la population en disant qu'on le traitait en accusé permanent et que le peuple se prenait pour un procureur. Hélas, hélas, a dit Gustave, tu apportes de l'eau à mon moulin, car en effet, la seule chose qu'il émeut, c'est quand il est menacé et mis en accusation, lui, à titre personnel. Il répond, je ne vous laisserai pas dire ça, vous êtes trop injuste avec moi, etc. Je regrette que notre psychiatre Christiane ne soit pas là aujourd'hui, parce qu'elle nous aurait dit que c'est typique de ce genre de personnage. Il se dit victime d'une injustice et d'une incompréhension de la part du peuple français, mais le fait que le peuple, qui représente quand même quelques millions de gens, lui fasse unanimement le reproche d'être imbuvable, c'est lui qui le dit, hein, 60 millions de procureurs, ça ne le trouble pas du tout, en tout cas pas à son propre sujet. Et oui, parce que figurez-vous qu'il a une mission, ce garçon, il veut réformer les choses, réformer les armes, quoi qu'il en coûte.
Et Léon a enchaîné à l'adresse de l'abonné au monde, sans le laisser répondre, ce que ça va coûter, je peux te le dire, c'est la paix, c'est le repos de millions de gens en France qui ne trouvent plus à monnayer leur talent parce qu'ils sont jamais passés par une évaluation, par une formation, par un diplôme, par un certificat. Autrefois, ils donnaient des cours de chant où ils devenaient brocanteurs parce que ça leur ressemblait, comme ta dame couturière, là, ou comme le type qui promène les chiens. Mais maintenant, Macron t'invite à entrer dans un monde où rien ne te ressemble. C'est toi qui dois ressembler à ce que veulent les tests, à ce que veulent les pisse-froids, les pédagogues, les cellules d'orientation, les directeurs des ressources humaines. D'ailleurs, il y aurait beaucoup à dire sur ce terme. C'est comme si la société était devenue une société minière, et comme si le minerai, c'était toi. Aujourd'hui, il faut toujours prendre sur toi pour t'adapter aux autres. Il faut arrêter d'être original. On n'a pas besoin d'originaux. C'est simple, nous allons nous réveiller chinois un jour ou l'autre. Là, il faut reconnaître que Léon avait l'air de jouer un monologue au théâtre. On sentait que ce qu'il disait était issu d'une expérience personnelle. Il avait été tellement original, en effet, dans sa jeunesse, qu'il avait fait de l'hôpital psychiatrique. Donc, quand il parlait de la façon de traiter les originaux, il savait de quoi il parlait. Si tu es original, il faut quand même obéir au plan, a-t-il dit. Il faut admettre que tu es une entrave pour la société, que tu vois les choses avec ton cœur, on s'en fout. Tu veux faire de la musique, on te dit passe un diplôme. Quand on y réfléchit, nous sommes déjà tous un peu chinois. Il y a des millions d'artistes en Chine, a dit l'abonné au monde, pourtant en affectant toujours de lire son journal du dimanche sur le confinement. Des millions de musiciens, a dit Léon. Oui, des millions de musiciens, mais pas un seul compositeur, a dit Léon. Donc pas vraiment des artistes, pas des gens qui parlent à Dieu. D'ailleurs, ils ne parlent pas à Dieu, puisqu'officiellement, il n'existe pas en Chine. Comment tu peux être aussi catégorique, a dit l'autre. Alors cite-moi un compositeur. Lan Lan. Mais c'est pas un compositeur, ça. Il joue bien du piano, mais il n'écrit rien. Non, a dit Léon, il n'y a pas un seul McCartney, pas un seul Jean-Michel Jarre, pas un seul Hans Zimmer, le compositeur de Gladiator, pas un seul John Williams, là, le compositeur de La Guerre des Étoiles. Là, c'est moi qui fais les sous-titres. En Chine, a dit Léon, il y a des synthétiseurs partout, ils les fabriquent, ils les assemblent, il y a des pianistes de 10 ans et demi par millier, par million peut-être. Ça fait 2 générations qu'ils sont sortis de la gamme pentatonique pour jouer du Chopin et du Mozart, mais ils n'inventent toujours rien, même pas un tube planétaire à la manière d'Elton John. Et c'est cette société-là qu'on veut nous fourguer, celle où le talent de chacun n'a pas d'emploi, ou alors celui qu'on lui attribue de force, celle où on peut écrire « Est-ce que vous avez besoin d'une couturière ?» et celle où tu trouves la question incongrue, parce que plus personne n'a besoin de ce que tu sais faire. Et si tu mets tout ton cœur, tout ce que tu es dans ce que tu fais, même si ça consiste à promener des chiens, ça veut dire en fait que personne n'a besoin de ce que tu es. Ils ne veulent pas que tu fabriques des prototypes, que tu inventes, que tu écrives des opéras, que tu montes un spectacle. Ils ne veulent pas que tu perpétues la culture européenne qui a tout inventé. Ils veulent que tu contribues à la culture américaine ou chinoise qui ont tout volé. Là, évidemment, tollé dans la salle, froissement de journal, frémissement indigné de l'abonné au monde. Mais Léon était déchaîné ce jour-là, il a continué. Il voudrait que tu deviennes quelqu'un dont la machine a besoin. C'est pour ça qu'ils veulent que tu cesses de gagner ta vie sur une aptitude individuelle, sur quelque chose qui ne figure pas dans les répertoires de l'INSEE. Ils préfèrent te donner un revenu universel pour que tu colles à leur projet collectif en faisant un truc que la machine a décidé que tu allais faire. Mais je lui dis, en jouant toujours mon rôle d'avocat du diable un peu, les gens peuvent vouloir t'acheter ton talent quand même. Si finalement ma couturière, là, rencontre quelqu'un qui veuille bien de ce qu'elle fait, elle va finir par trouver sa place, non? Ben non, parce qu'on va la dissuader de proposer son talent si elle n'a pas le statut qui convient, si elle n'est pas déclarée comme auto-entrepreneuse ou je ne sais quoi. On va dissuader les gens de l'employer à force de contrôle et de brimade, de faites gaffe, vous n'êtes pas assuré. Et donc, a dit Léon, pour moi, ça ressemble à un avortement permanent des destins individuels. On peut très bien fabriquer des avortés tardifs, et c'est ce qu'ils font en ce moment. En décourageant les étudiants de devenir ce qu'ils sont, par exemple. Quand tu étudies, c'est pour savoir qui tu es. C'est un moment de rêverie. Tu ouvres la porte au hasard. Quand tu es jeune et que tu passes d'un boulot à l'autre ou d'un amour à l'autre, en fonction des rencontres, c'est pareil, tu cherches à savoir qui tu es. Tandis que là, ils te le disent tout de suite, ils te disent qui tu dois être, et si tu dois aller ici ou là. D'ailleurs, c'est même pas eux qui te le disent, c'est Parcoursup. C'est un algorithme nullissime qui remplit les cases vides à ta place. Mais qu'est-ce que tu en sais, a dit l'abonné au monde. Bah, ça, je le sais, j'ai écrit des algorithmes pour les banques et les assurances, et en ce moment, je gagne ma vie avec.
Et toc, a dit Gustave, qui a rendu la parole à Léon. Et là, Léon nous a fait un coup de timidité un peu tardif. Il a dit non, non, mais je disais juste qu'en ce moment, le président se comporte en directeur des ressources humaines, c'est tout. Il n'a pas d'âme. Il veut pas qu'on en ait une. C'est un vrai méchant, croyez-moi, c'est Belzébuth. Ah ah, dit Gustave, le prince des démons, un ancien chérubin qui s'est révolté contre Dieu. Chérubin, d'ailleurs, ça lui va très bien quand on voit sa gueule. C'est exactement ça, a dit Léon, très sérieusement, trop sérieusement, et même un peu pensivement, comme un type qui commente son propre raisonnement. Toute sa conduite, a-t-il dit, est gouvernée par le besoin de s'affranchir de l'autorité qu'il a subie. Il supportait pas son père, il supporte pas les élites, les institutions, les corporations. Il cherche à humilier les gens en place. Il aime pas le talent puisqu'il n'en a pas. Il aime la compétence, la cooptation permanente, les organismes où aucune tête ne dépasse, sauf évidemment la sienne. En fait, c'est un Américain ou c'est un Chinois. De plus en plus d'ailleurs, ça va revenir au même. Eh ben, a dit l'abonné au Monde, je regrette pas d'être venu acheter le journal. Et là, Gustave a désigné le journal du dimanche et il lui a dit, parce que t'appelles ça un journal? Moi, c'est simple, je trouve que ça ressemble au bulletin municipal de Campagnol. Si on n'y trouvait pas 3 semaines à l'avance tous les mauvais coups que prépare le gouvernement, personne ne le lirait. Ça y est, a dit l'abonné au Monde, c'est tout, t'as vidé ton sac. Il affectait la patience du type qui est au-dessus des accusations. Non, non, c'est pas tout, a-t-il dit, a dit Gustave. Je voulais dire aussi que tu me déçois parce que t'as oublié d'acheter Télérama. Là, ça aurait pu être une conclusion acceptable et pour moi une chute, donc, mais la conversation a rebondi, je ne sais pas comment, sur Rennes qui perdait un peu la tête et qui voulait montrer son zona à Léon. Le fils a dit non, non, je t'en prie, nous avons du monde, elle est capable de se déloquer en public. Non, mais je rêve vivement que les affaires reprennent parce que là, j'en peux plus. D'ailleurs, le 1er février, je vais tenter le coup d'ouvrir parce qu'il paraît qu'il y a un mot d'ordre. Je lui dis, tu crains pas les amendes? Écoute, m'a-t-il répondu, j'ai fait le compte depuis octobre, j'ai perdu 100 000 et il me propose 1500 de dédommagement. Donc en fait, l'amende, je la paye un peu chaque mois, alors un peu plus, un peu moins. Le 1er février, si je fais le plein, je gagnerai plus que la pénalité. On viendra tous consommer, lui ai-je dit. Avant le menu à 25 euros, je vais faire d'ailleurs un apéro vitamine D pour commencer, parce que moi je suis persuadé que si chaque soir au journal de 20 heures tu avais recommandé aux vieux de prendre du zinc et de la vitamine, on n'en serait pas là. Mais ils vont finir par les interdire, tu vas voir. Et si les gendarmes s'invitent, a dit l'abonné au Monde, toujours du côté du manche évidemment, ils viendront pas, sauf si tu leur téléphones. Non mais tu me prends pour qui? Ils sont 4 de toute façon, a dit le patron, pour 5000 habitants. Leur carnet à souche n'est pas assez grand pour tous ceux qui ont envie de gueuler en ce moment. Donc ça m'étonnerait qu'ils fassent du zèle. Eh ben, c'est lundi prochain cette affaire, cet apéro vitamine D, donc je vous en parlerai, ça promet. À bientôt, merci.